Bon, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, soyez les bienvenus à cette conférence co-organisée par la Jeune Chambre économique de Tours et la Smart Base RH. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Combien de candidats sont peut-être restés perplexes, sans voix face à cette question lors d'un entretien d'embauche? Y répondre semble de plus en plus délicat tant les mutations en marche, accélérées par les crises et l'inflation, viennent bousculer le monde du travail. Les grands défis pour les entreprises consistent aujourd'hui à travailler leur attractivité, tout en veillant à rester authentiques, mais aussi à fidéliser et engager durablement leurs collaborateurs. Le rapport de force est donc inversé et c'est un véritable bouleversement dans le monde des ressources humaines. Le vivons heureux, vivons cachés n'existe plus aujourd'hui pour les entreprises. Elles doivent désormais partager leurs valeurs, leur fonctionnement, leur histoire pour capter de nouveaux candidats. On ne recrute plus aujourd'hui comme on recrutait hier. Alors que peut-on finalement attendre de l'essor de la RSE sur la sphère RH en ces temps mouvants et incertains? Pour en parler, je vous dévoile leur nom dans quelques instants. On a 6 super témoins, 6 super regards croisés qu'on va vous proposer parce que c'est un peu ça, la recette Jeune Chambre économique et Smart Base RH. Persuadé que le futur n'est que la somme des actions présentes, la conférence de ce 20 octobre 2022, co-organisée par la Jeune Chambre, je le disais, la Smart Base RH, invite 6 témoins à s'interroger sur l'avenir des ressources humaines à l'heure de l'infusion de la RSE dans toutes les strates de l'entreprise et de son impact sur l'attractivité et la fidélisation des talents. Sans plus tarder, j'invite donc les 2 co-organisateurs, la Jeune Chambre économique de Tours, représentée par Anthony, je t'invite à nous rejoindre, et pour la Smart Base RH, le colonel Duchesne et Philippe Roussy, s'il vous plaît. Anthony, une première question. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Jeune Chambre économique de Tours en quelques mots? Bonjour à tous, donc ravi d'être là aujourd'hui. C'est un grand jour pour la Jeune Chambre économique de Tours puisque c'est le lancement de notre congrès annuel qui s'organise aujourd'hui. Donc il y a plusieurs membres de la Jeune Chambre économique française qui sont déjà arrivés sur nos territoires. Bienvenue à vous, et puis des membres extérieurs intéressés par la thématique, donc bienvenue également. La Jeune Chambre économique de Tours fait partie donc de la Jeune Chambre économique française. C'est donc un mouvement, c'est une association de loi de 1901 qui réunit des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et l'objectif de la Jeune Chambre, c'est de former les leaders citoyens de demain. C'est de donner l'opportunité aux jeunes d'œuvrer, de créer des projets sur leur territoire pour améliorer l'impact qu'on peut avoir sur notre écosystème. Ce qui nous amène à porter des projets sur nos territoires respectifs, sur des thématiques variées comme l'aménagement du territoire, préserver l'environnement, le développement économique ou agir pour l'emploi. Et c'est ce qui nous a amené à faire cette conférence d'ouverture finalement, puisque la cérémonie officielle d'ouverture du congrès a lieu juste après, sur cette thématique en lien avec la jeunesse, ce qui représente le plus la Jeune Chambre économique et le monde des entreprises, représenté par la Smart Base et la CCI. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici. Merci Anthony. Colonel Duchesne, un mot, donc vous êtes le commandant de la base aérienne 705 qui regroupe donc Tours et Saint-Marc-la-Pile. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Smart Base RH en quelques mots? Oui, alors. Shadow Marché, monsieur. Là, je vais vous pitcher un petit peu là, pendant juste 5 minutes sur ce qu'est la Smart Base RH. Alors c'est un peu un ovni, puisque vous voyez, je suis militaire, je suis colonel et commandant de la base aérienne. Vous dites autour des enjeux ressources humaines, pourquoi vous avez un militaire qui est aujourd'hui sur scène? Les militaires, c'est une grande entreprise humaine. Le ministère des Armées, il a besoin de recruter, de fidéliser, tout un tas de choses qui tournent autour de notre jeunesse, tout simplement pour les faire venir à nos métiers. Fort de ça, on n'est pas militaire. Donc exactement comme dans toutes les entreprises, on a besoin d'attirer. Et en fait, on est parti d'un constat, c'est tout simplement que les défis, alors que ce soit du recrutement, de la fidélisation, de la qualité de vie au travail ou d'autres sujets, tous ces défis autour de la nature humaine au sein de nos entreprises avec un grand E ont une vocation particulière et finalement sont tellement complexes qu'il est impossible de se dire qu'on peut les résoudre seul. Voilà. Donc ça c'est le constat. L'intuition, la deuxième chose, c'est que finalement on nous parle aujourd'hui beaucoup d'innovation. L'innovation est loin d'être que technologique. Elle peut être dans les processus, mais elle peut être aussi autour des ressources humaines. Et puis
puis finalement, une conviction qui a amené l'un de mes prédécesseurs un peu avant le Covid, et puis c'est moi en tant que commandant de base et avec tous les partenaires de la Smart Bay, on a un petit peu développé ça, c'est de se dire finalement la complexité fait que fondamentalement toutes nos problématiques autour des ressources humaines, nous ne pouvions pas les résoudre seuls. D'où cette idée de Smart Bay. Alors vous connaissez le principe de la Smart City. En fait, en quoi elle est smart, en quoi elle est intelligente, c'est tout simplement parce que c'est la croisée de tous les mondes possibles et imaginables que l'on peut trouver sur un territoire comme en Touraine pour traiter et réfléchir ensemble de ces sujets de ressources humaines. Donc on y retrouve du militaire, on y retrouve du public, on y retrouve du privé, et finalement en discutant ensemble, on décloisonne, on est innovant et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en commun pour faire finalement des ponts et pour traiter ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, des sujets complexes. Donc, ce que je peux tout simplement regarder dans votre dos, vous avez un écran, avant de passer la parole à Philippe Roussy, vous allez voir concrètement une Smart Base RH, parce que pour l'instant c'est le concept. Qu'est-ce que c'est? Donc on peut lancer la vidéo. Donc déjà, MAM, cité de l'innovation à Tours. Donc le mot innovation est posé. Et finalement, c'est un tiers-lieu, un lieu en dehors des organisations qui est basé sur des partenaires. Donc vous voyez là sur la photo, des gens qui viennent absolument de tous les milieux. Il y a une logique d'équipe, c'est-à-dire qu'on est fondamentalement en mode projet. Tout ça c'est fait en dehors des organisations. Donc là vous voyez, il y a un capitaine qui est en civil. Donc on est iconoclaste dans notre posture même pour être capable d'échanger. C'est beaucoup d'échanges, je vous en ai parlé. Donc ça c'était des workshops, on a fait des booster camps et vous verrez à la fin ce que l'on a organisé. Bien sûr, il y a des conférences, il y a des recherches académiques parce qu'on est sur le temps long, on a une présence numérique à travers des webinaires. On a beaucoup de témoignages, tout simplement parce que ça permet de décloisonner les uns et les autres. Et puis on a organisé le week-end dernier un gros hackathon autour de 6 défis autour des ressources humaines, où il y avait 6 équipes qui se sont affrontées. Et c'est autour de la fidélisation qui est une équipe qui a eu les idées les plus innovantes. Donc nos valeurs, c'est autour de la confiance, finalement. En dehors des organisations, je vous en ai parlé, autour de l'échange, beaucoup d'expérimentation, c'est l'innovation. On ne fait plus de la maîtrise des risques, on fait de la prise de risque aujourd'hui. On est sur le partage et on est sur le long terme. Alors les partenaires aujourd'hui, c'est qui? Vous savez que sur la plaque tourangelle, il y a toutes les DRH du ministère des Armées qui sont en train de plus en plus de s'implanter. Mais c'est aussi le département, c'est la région, c'est la métropole, c'est les sociétés privées, c'est le CHU, et puis c'est la CCI. Justement, transition toute trouvée pour Philippe Roussy. Pourquoi la CCI Touraine a décidé de rejoindre la Smart Base RH? Alors, je me souviens, bonjour à toutes et à tous, je me souviens de ma première rencontre avec Sébastien Valette, le fondateur en fait, du concept Smart Base RH, c'était le commandant de la base à l'époque, il y a quelques années. Et il m'a fallu 2 minutes pour lui répondre oui. L'armée avait en tête de faire quelque chose autour des RH et je lui ai dit oui tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit, je pense, en France où on peut... Le problème RH, c'est un sujet transversal dans toutes les organisations. Je ne vais pas parler d'entreprise, je ne vais pas parler d'armée, je ne vais pas parler de maître d'ouvrage public, d'établissement public ou privé ou d'entreprise. C'est transverse à toutes les organisations. Et donc moi, ce qui me semblait important dans un pays où on crée beaucoup de silos, c'était de casser les silos au départ. Donc de se dire qu'on travaille côte à côte avec l'armée, avec le CHU, avec la métropole, avec le conseil régional, avec tout un tas d'établissements publics. Nous, derrière, notre rôle à nous, c'était de fédérer les entreprises, donc on commence à le faire. On commence à créer des groupes de travail pour réfléchir avec les entreprises. Et le sujet, c'était de se dire, on partagera sur des sujets des grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, un même niveau de culture RH, parce qu'il y a des DRH, il y a des services, etc. Ce qu'on n'a pas du tout dans les TPE-PME. Donc je voyais à la fois l'aspect transversal public-privé, assez haut, avec de la recherche, et à la fois de décliner certains points qui seront issus de la recherche pour acculturer les TPE-PME qui n'ont pas du tout la culture RH, pour les accompagner sur ce sujet RH. Voilà. En grande ligne, c'était ça, et c'est pour ça qu'on est parti assez vite sur le projet Smart Base RH et qu'on contribue notoirement à l'aventure. Merci beaucoup, monsieur Roussy. Je remercie aussi Anthony, et je garde le colonel sur scène, en fait. Merci à vous. Je vous laisse asseoir. C'est le
moment de lancer notre première table ronde qui s'intitule la RSE, levier d'attractivité des candidats et d'interaction intergénérationnelle. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'appeler, pour rejoindre le colonel Duchesne, Emma Gastineau, étudiante à Paris Dauphine et membre du collectif pour un réveil écologique. On peut l'applaudir. Et Stéphane Trido, directeur régional, Centre d'affaires Centre Val-de-Loire et Sarthe à la Société Générale. Alors ma première question va être pour Emma. Depuis 2018, plus de 33 000 étudiants ont signé le manifeste pour un réveil écologique, affirmant vouloir faire un pas de côté par rapport à l'avenir professionnel qui peut sembler tout tracé. Ils disent ne pas vouloir travailler au service de projets déconnectés de l'urgence écologique. Je cite, « Notre vie professionnelle représente beaucoup de temps et d'énergie, autant s'en servir pour engager les changements dont dépend notre avenir. » Ma question, Emma, est-ce qu'au sein du collectif, vous vous dites, en se posant les bonnes questions en amont et pendant un entretien d'embauche, il est finalement possible de trouver un emploi compatible avec ses engagements personnels et écologiques? Oui, tout à fait. Déjà, notre premier message, c'est vraiment que tous les métiers, quelles que soient nos professions, nos études, nos types de diplômes, on peut être utile et réfléchir à comment être en accord avec l'urgence écologique. Et donc, que ce soit, il y a des métiers évidents, dans les ingénieurs, repenser notre modèle agricole, mais d'autres moins intuitifs dans la communication, dans les banques, par exemple. Et donc, notre message s'adresse vraiment à tous les étudiants. Et pour ça, on a créé un guide avec des questions principales à se poser pour s'engager dans un métier où on aura vraiment une action et une cohérence avec ses valeurs et la réalité de l'urgence écologique. Et donc ces questions, la première à se poser, c'est l'utilité tout simplement de l'entreprise. En quoi est-ce que c'est en accord avec un monde soutenable, avec un monde une planète qui a des limites planétaires? Et donc, est-ce que, par exemple, des goodies, une entreprise qui va produire des goodies, ou alors une agence de voyage, est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui? Non, tout simplement. Et donc, est-ce que l'entreprise va se remettre en question, si ce n'est pas le cas, si la réponse est non? Et est-ce qu'elle est prête à s'engager, à changer, ou est-ce qu'elle ne remet absolument pas en question son modèle? La deuxième question, c'est aussi les pollutions. Quelles sont les pollutions émises? Il y a les gaz à effet de serre dont on parle énormément, donc l'archétype des compagnies pétrolières, mais aussi d'autres, des pollutions plus indirectes. Et je vais prendre l'exemple toujours des banques qui vont financer ou non des projets pétroliers. Et donc il y a toutes ces actions liées aux entreprises. Et le troisième élément important pour les étudiants, ça va être comment sont engagés les employés. Est-ce qu'ils vont pouvoir, une fois à l'intérieur, être écoutés, s'affirmer? Est-ce qu'il y a un département développement durable? Et justement, est-ce qu'ils vont être juste un rouage d'une machine et espérer pouvoir vraiment agir que dans 10, 20 ans, quand ils auront un poste de direction? Ou alors est-ce que dès maintenant, ils sont impliqués, ils sont écoutés par la direction et ils se sentent légitimes à s'exprimer? Donc c'est un peu ces éléments-là qu'on engage à se questionner, à la fois en contactant des employés ou alors pendant l'entretien d'embauche ou en lisant les DPEF. Voilà. Toute une liste de sujets qui sont disponibles sur le site internet du Réveil écologique pour accompagner les étudiants. Alors Stéphane, ma prochaine question est pour vous. Pour attirer des candidats, les entreprises doivent désormais afficher leurs valeurs, leur histoire, leur fonctionnement. Et la Société Générale s'est justement prêtée aux questions du collectif pour un réveil écologique. Les candidats qui postulent chez vous aujourd'hui, ils ont des questions, des motivations, vous les sentez différentes de la décennie précédente? Oui, déjà, bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous. En écho avec ce que vient de nous dire Emma, c'est vrai que le process est un peu inversé par rapport à ce que des vieilles barbes comme moi ont pu connaître il y a quelques années où il fallait, je dirais que le candidat argumente. Je ne dis pas que le candidat ne doit pas argumenter aujourd'hui, mais c'est tout autant l'employeur qui doit démontrer, qui doit attirer et qui doit répondre aux questions que vient de nous poser Emma. C'est des questions que on affronte en entretien, bien sûr, et auxquelles il faut répondre. Si on a pu jouer peut-être dans les décennies précédentes le silence, on ne peut plus se permettre le silence. Donc il faut expliquer tout ça, répondre de manière très pragmatique, prendre des engagements, répondre, afficher ses engagements, et puis aller chercher de l'attractivité. Alors en ce qui concerne, moi j'ai forcément plaidé un peu pour ma paroisse, c'est donner du sens, notamment au métier de banquier. Banquier, ça fait, à mon époque, ça faisait rêver.
aujourd'hui un peu moins. Parfois c'est même décrié par certaines ONG ou certains jeunes. Je peux le comprendre, on a sans doute fait preuve d'un petit peu d'arrogance il y a quelques années, donc c'est des choses qu'il faut corriger au quotidien. Mais le message que j'ai envie de passer, c'est que le banquier n'est pas suffisant, mais qu'il est nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'implique dans la vie économique du territoire, il faut, pour répondre à ces questions, pour favoriser le développement, favoriser les emplois, il faut bien utiliser l'effet de levier du crédit, notamment. Et donc notre métier, il est assez simple finalement, c'est transformer des ressources, l'épargne des déposants, en financement pour les organisations, et ainsi développer l'emploi et répondre à toutes ces problématiques environnementales. Alors, on aura peut-être l'occasion de débattre. C'est vrai que est-ce que nous sommes bien positionnés aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on est toujours dans le financement des énergies fossiles? Est-ce que l'on accompagne les nouvelles énergies, etc. Il y a des réponses à ça. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois y répondre, mais on pourrait y répondre en tout cas tout à l'heure. J'essaierai de répondre en tout cas. Cette question suivante est pour vous, colonel. Alors, attirer des talents nécessite, et vous l'évoquiez lorsque nous avons préparé cette conférence, de la sincérité. Cette sincérité, nous l'entendons aussi dans les propos d'Emma et dans les besoins actuels des candidats. On ne recrute plus comme on recrutait aujourd'hui, comme on recrutait hier. Et l'écueil pour les entreprises serait de communiquer sur ce qu'elles voudraient être, ce qui conduirait inévitablement à une mauvaise image auprès des salariés, mais aussi à un effet déceptif pour les nouveaux entrants. Est-ce que chez vous, est-ce que votre profession attire toujours des jeunes, et est-ce que vous avez besoin de travailler votre image de marque? Alors, comme tout le monde, bien sûr, l'objectif c'est tout simplement que les gens qui viennent chez nous, il y ait une sincérité et qu'il n'y ait pas de déception, comme vous l'avez dit, à partir du moment où ils rentrent. La chose qui est certaine, c'est que les armées ont une vocation au profit de la nation. Et si on devait donner un verbe au sens que l'on a, nous tous, les 50 métiers qu'on a dans l'armée de l'air et de l'espace à ce titre, c'est tous les matins, on se réveille et on pense au verbe défendre. Tout simplement parce que la relation que l'on a avec la nation, c'est défendre la France et les Français, en l'occurrence dans l'armée de l'air, par la troisième dimension. Donc déjà, on est quand même dans une démarche intuitive en matière de RSE, puisque on cherche à en avoir un impact positif sur la société, en l'occurrence sur la nation. Donc toute personne en fait est pré-câblée finalement par rapport à cette démarche. Après, la sincérité, elle se retrouve dans le quotidien. Nous avons 4 valeurs qui sont absolument cardinales dans les armées. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en préparant cette conférence, j'ai réalisé que ça faisait RISE, donc il y a un I en plus par rapport à la démarche RSE, qui est respect, intégrité, service et excellence. À partir du moment où on a un objectif, c'est défendre. À partir du moment où on a des valeurs, derrière, tout l'enjeu, c'est de les mettre en œuvre concrètement. Et pour les mettre en œuvre, on a évidemment face à nous des jeunes qui vivent dans leur société, qui ne sont absolument pas rentrés dans les ordres. Quand on est militaire, on est là pour défendre son pays, mais on n'est pas absolument rentré tel des fous furieux. On a affaire à des gens qui sont là. Et donc, toutes les demandes sociétales aujourd'hui, on les retrouve. C'est-à-dire la parité, c'est-à-dire l'écologie, comme nous parlait Emma, c'est-à-dire l'aide aux blessés, tout un tas de sujets en fait qui fait qu'on se retrouve complètement dans cette démarche. Alors c'est d'autant plus important, alors je vous dis c'est un petit peu un scoop parce que vous ne trouverez pas sur internet et c'est un document interne, mais le major général de l'armée de l'air, qui est le numéro 2 de l'armée de l'air, au regard de la vision stratégique de notre chef d'état-major, pour le coup vous pouvez trouver sur internet, a sorti un plan stratégique. Vous voyez, il est absolument dans mes mains, je ne donnerai pas comme ça, mais il y a 5 lignes d'opération. Il y a une ligne d'opération qui est moderniser notre fonctionnement. Dans moderniser notre fonctionnement, il y a une sous-ligne d'opération qui est répondre aux enjeux sociétaux. Et ces enjeux sociétaux, ils sont à la fois dans les inventaires des espèces sur nos bases aériennes, dans le fait d'être au maximum vert et de ne pas avoir d'îlots de chaleur sur nos emprises. Il est à la fois sur mettre des panneaux solaires, il est à la fois sur contribuer donc à l'énergie, j'en viens d'en parler, de réduire nos consommations. On est quand même un ministère qui a un objectif moins 10% sur 2 ans, vous en avez entendu parler à la radio. Et finalement, de façon très très large, si on ne le fait pas, de toute façon, ça ne répond pas aux objectifs de nos chefs, le gouvernement, vous, citoyens, vous payez des impôts quand même pour nous défendre, et de toute façon, on aura des problèmes de recrutement. Donc c'est à la fois une nécessité, c'est une conviction. Et puis pour terminer, je veux juste vous dire que les armées
il ne faut pas confondre les choses. C'est-à-dire que chez nous, pour reprendre l'enjeu de l'énergie, il y a l'énergie opérationnelle et l'énergie du quotidien. L'énergie opérationnelle, je suis désolé, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire que moi qui suis aviateur, je travaillais sur Rafale. Le Rafale a une certaine consommation et cette consommation, elle est nécessaire pour vous défendre par rapport à la menace qui fait que, bon, je vous rappelle que l'une des plus belles stations de ski, normalement, elle devrait être aujourd'hui en Afghanistan. Pourquoi elle n'est pas en Afghanistan? Parce qu'il y a le socle à tout développement économique et durable qui est la paix. Voilà. Donc cette énergie opérationnelle, voilà. Mais à côté de ça, ça ne nous octroie pas le fait qu'il faut absolument que nous travaillions, et c'est un objectif, et on le fait depuis longtemps, sur ce qu'on appelle l'énergie du quotidien. Et pour terminer, je peux vous dire que lorsqu'on est militaire comme nous et qu'on va aux quatre coins du monde, on se rend compte que tous les enjeux futurs, tous les conflits futurs, ça sera à cause des réchauffements climatiques, à cause des problèmes d'eau, etc. Donc la sincérité, elle se retrouve à tous les étages, parce qu'on vit au quotidien les conséquences de l'absence d'approche RSE à l'échelle nationale. C'est une demande de nos chefs, et de toute façon, c'est une demande de nos jeunes. À côté de ça, la sincérité, comme dirait Pierre de Coubertin, seule la victoire est belle. Donc au résultat, mais on est en plein dedans. Voilà. Merci colonel. Vous gardez le micro, la prochaine question était également pour vous. Le sujet de l'égalité de traitement est un sujet phare dans la RSE et dans votre métier à travail égal, salaire égal. Est-ce à dire que le plafond de verre est définitivement derrière nous? Alors, nous, dans les armées, on a eu un souci pendant un temps, c'était tout simplement qu'on n'arrivait pas à attirer le personnel féminin. Donc là, c'est pour ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est la marque entreprise. On y travaille énormément. Alors pourquoi? Parce que Mme Parly, qui était notre précédente ministre des Armées, le disait très bien, c'est dommage dans une entreprise de ne pas pouvoir avoir accès à la moitié de la population. Voilà. Après, c'est absolument pragmatique. On veut avoir accès à toute la jeunesse. À partir du moment où, en matière de marque, on explique que tous les métiers des armées sont ouverts à tout le monde, l'enjeu ensuite, c'est de le faire savoir. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a à peu près 5 bases aériennes qui sont commandées par des jeunes femmes. Donc l'égalité, elle est là. Maintenant, on revient de loin, dans le sens où les armées, on est à peu près à 25% de féminisation, mais on ne demande que ça, que d'arriver à 50%. En matière de traitement, moi c'est très clair. Vous voyez, j'ai des grades de colonel là, sur les manches. Vous pouvez aller sur Wikipédia. À partir du moment où je vous dis que j'ai 3 enfants, je pense qu'à 50 € près, vous pouvez savoir quel est mon salaire. Donc, l'égalité de traitement, au pire, ça serait une égalité d'avancement et on a réglé le problème, mais l'égalité de traitement, on n'a pas attendu les règles actuelles pour faire en sorte que finalement, et c'est vrai aussi dans toute la fonction publique, ce n'est pas un sujet. Voilà. Cependant, en préparant aussi cette conférence, vous m'avez donné une anecdote, enfin un exemple en tout cas type, qui explique que certaines différences de traitement peuvent être légitimes. Et alors, l'image, ce n'est pas une image, je le précise, elle peut prêter à sourire, mais c'est pour les sièges éjectables. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors après, c'est la loi de la mécanique, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a un siège éjectable et qu'il a été certifié pour sauver la vie des gens, pour les gens qui font plus de 50 kg, je suis confus pour les gens qui en font un petit peu moins. Donc après, ce n'est absolument pas une recherche de différenciation entre les gens. Il y a un moment, il y a une nécessité. Mais c'est vrai aussi chez les basketteurs. Voilà. Donc il y a différence, mais il n'y a pas recherche d'ostraciser certaines populations. On est ouvert à tout le monde et ça fait partie de nos valeurs. Voilà. Ne serait-ce que de respect. Le respect, je rappelle que chez les militaires, c'est absolument pas un respect du bas vers le haut. Il oblige le chef et c'est un respect qui est absolument objectif. Donc on respecte les gens, mais maintenant il y a de temps en temps les lois de la physique qui nous obligent à faire en sorte qu'il y ait certaines populations qui ne sont pas aptes, parce que je vous rappelle une chose, c'est que vous payez tous des impôts dans le but que vos armées soient performantes par rapport à la menace. Donc la modalité c'est bien, la finalité c'est mieux, mais maintenant je le redis, quand il y a un métier qui se ferme pour des raisons physiques à certaines populations, il en reste 49 autres. Et même si je vais jusqu'au bout du concept, je vais vous parler de nos blessés. Oui, pour défendre la France et les Français, il faut avoir certaines aptitudes médicales. Et on est excessivement attaché au traitement de nos blessés, qui certes ne peuvent plus être militaires, mais on les suit à fond jusqu'à qu'ils soient recasés dans une société civile. Certains, on arrive à les transformer en civils de la défense, parce que je vous rappelle que dans les armées, il y a 20% de civils, et on ne les lâche pas, eux et leurs familles. Voilà. Donc, oui, on différencie, mais par nécessité, et derrière, il y a toujours un plan B que l'on propose aux gens.
Merci, colonel. Stéphane, alors sur le sujet de l'égalité de traitement et de l'inclusion qui figure parmi les critères de la RSE, vous vous êtes engagé à la Société Générale depuis plus d'1 an à soutenir une association LGBT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors pour repartir sur l'idée que développait le colonel sur l'égalité, déjà avant de répondre directement à ta question, nous l'effectif est majoritairement féminin. 56% de l'effectif de la banque est constitué de femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin dans l'égalité encore, dans l'égalité de traitement, puisque seulement 43% d'entre elles sont managers. Donc on progresse très nettement depuis un certain nombre d'années, mais on n'est pas encore au bout du bout. On a un index d'égalité, de parité qui est de 86% en 2021. Là aussi, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, work in progress, comme on dit, on va avancer en marchant. Pour répondre plus précisément à ta question, qui est plus large, c'est qu'on considère que la diversité, c'est un vecteur de performance. Donc la diversité, c'est, je vais vous donner la définition, vous la connaissez tous, c'est toutes les populations. On cherche à les intégrer pour bénéficier tout simplement de cette diversité. Donc la signature que tu évoquais avec l'association Le Cercle, qui date de 2013, je crois, c'est un exemple, c'est une illustration de vouloir refléter dans la banque ce qu'est la société et aussi d'aller chercher de la performance, bien sûr. L'inclusion, elle se fait aussi, c'est parti beaucoup plus tôt, ça, sur le handicap. Donc on est, je crois, sur le 5e accord de notre mission handicap. Donc, ça peut faire à peu près 25 ans qu'on travaille sur le sujet. Et à titre d'exemple, je dirais presque égocentrique, je pense que je peux incarner ce que peut apporter la mission handicap, puisque je suis moi-même reconnu travailleur handicapé, et j'ai bénéficié du soutien du handicap, et je n'ai jamais été freiné dans la progression, dans l'évolution de ma carrière pour ça. Donc c'est pour dire qu'on bénéficie au sein de cette banque, comme dans d'autres organisations, une prise de conscience que la diversité fait avancer tout simplement. La prochaine question est pour Emma. Ils se nomment les agros qui bifurquent et appellent leurs camarades à déserter lors de la remise de diplôme 2022 au sein d'AgriParisTech. Déserter quoi? Le chemin qui leur est ouvert vers des emplois dans l'agro-industrie, notamment, qui participent selon eux aux ravages sociaux et économiques en cours. Je les cite à nouveau. Trafiquer en laboratoire des plantes pour des multinationales, inventer des labels bonne conscience, pondre des rapports RSE ou encore compter les grenouilles et les papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. À nos yeux, ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire. Alors, passé les premières secondes de surprise, l'auditoire a chaleureusement applaudi cette prise de parole très directe. Emma, ce discours, il bouscule, voire il fait peur, il a fait peur à certaines entreprises. Le message au sein du collectif qui s'adresse aux entreprises, c'est si vous ne changez pas, vous n'aurez plus de candidats? Alors oui, tout à fait. Déjà, le collectif il s'est fondé en 2018, donc c'était avant tous ces discours, c'était au début des marches du climat, donc déjà c'est une conscience qui montait de plus en plus, et là c'est un peu un effet boule de neige, la boule grandit. Il y a eu AgriParisTech, mais il y a aussi HEC, il y a les mines, donc c'est toutes les grandes écoles qui commencent à se bouger, à pas juste accepter le monde du travail tel qu'il est, mais à vouloir le transformer en amont. Et donc donc nous c'est totalement, ça sert notre discours. D'ailleurs on avait fait un sondage avec Harris Interactive qui montrait que c'était 2/3 des jeunes qui étaient prêts à refuser une offre d'emploi si elle n'était pas en accord avec l'urgence écologique. Et c'était 7/10 des étudiants qui étaient prêts à changer aussi, donc des travailleurs prêts à changer d'emploi pour un emploi plus écologiquement utile. Donc c'est vraiment un référentiel. Moi j'ai fait la sociologie et on voit bien que chaque génération a des référentiels différents quand on choisit un emploi. Et notre génération est complètement... c'est l'élément principal, ça va être le bonheur au travail et l'écologie et le lien avec ses valeurs. Donc effectivement une entreprise... hier j'avais un rendez-vous avec une DRH d'un dirigeant, c'était pour la redistribution alimentaire et on parlait justement de comment le recrutement, est-ce que les jeunes se sentaient bien, les jeunes recrutés, et elle disait en fait vous avez des référentiels différents, c'est-à-dire que dans les cadres plus vous c'est l'écologie et dans les milieux plus populaires par exemple quand ils sont recrutés ça va être plus la problématique sociale, et donc c'est pour ça que la RSE je trouve vraiment est une problématique essentielle aujourd'hui, parce que
que ce soit plus les étudiants de grandes écoles, on a conscience que nous, on porte un discours qui ne reflète absolument pas l'ensemble des étudiants parce qu'on vient de grandes écoles. Donc on a le luxe de pouvoir choisir et de pouvoir refuser un emploi. Donc on a conscience de cette limite-là, mais il n'empêche qu'il y a aussi des problématiques sociales qui montent de plus en plus et qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Et donc voilà, on est conscient qu'on a le luxe et qu'on a d'autant plus la responsabilité de refuser les emplois quand on en a la possibilité. Quitte à faire peur aux entreprises et leur dire attention, si vous ne changez pas, on ne sera plus là. C'est ça. Exactement. Merci Emma. Colonel, la prochaine question est pour vous. Le week-end du 8 et 9 octobre 2022, donc c'est extrêmement récent, se tenait le premier hackathon organisé par la base aérienne 705. Les équipes comprenaient un militaire, un salarié et un étudiant, mixité parfaite, et étaient challengés sur différents sujets comme le rôle social de l'entreprise ou encore le recrutement de la jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour sur justement ce format où les générations, les parcours se sont croisés et quelles solutions proposer? Alors effectivement, il y a 15 jours, je déjeunais, vous voyez, un peu plus tard qu'à midi avec mes équipes pour les remercier, parce que ça prend beaucoup d'énergie quand même organiser ce type d'événement en parallèle de son travail. Ça a été fait dans le cadre de la Smart Base RH. Smart Base RH, je rappelle que ce sont des partenaires qui finalement, sur certains projets, un peu comme au niveau du JCE vous faites, il y en a un qui prend le leadership et puis les autres aident, et puis on se relaie dans cette logique, etc. Donc l'enjeu, effectivement, c'était de rassembler des gens qui venaient de partout. En fait, il y avait des militaires, il y avait des gens qui travaillaient déjà, des salariés, il y avait des étudiants, il y avait une jeune fille qui est venue toute seule parce qu'elle nous a vus sur les réseaux sociaux du fin fond de Chambéry. Enfin, c'était absolument incroyable. Beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont retrouvés effectivement autour de défis. Et finalement, beaucoup de défis étaient orientés autour de ces enjeux de RSE globaux dont on parle depuis tout à l'heure. Donc le rôle social de l'entreprise, après c'est le hasard, mais moi c'était moi qui l'avais proposé. Ça partait du constat suivant. Pour fidéliser nos militaires, on s'est rendu compte qu'il fallait fidéliser leur famille. Donc déjà, ça donne une acception qui est beaucoup plus large. Et donc, il y a une forme de bien-être au travail, mais même bien-être au travail, famille comprise sur les territoires. Vous voyez, c'est excessivement large. Et puis, ça partait d'un principe que dans les armées, on a ce qu'on appelle le plan famille. Le plan famille consiste à justement répondre à ces enjeux, parce qu'un militaire, de temps en temps, il part en opération, et puis il ne s'agit pas de dire à sa famille, arrangez-vous tout seul, etc. On a un deuxième plan famille qui va arriver, le premier, mais qui consistait tout simplement à se dire, c'est quoi le rôle social de l'entreprise? C'est-à-dire qu'à gauche, on a une entreprise consommatrice, totalement inacceptable. Venez travailler, je vous achète vos heures, terminées, je ne veux pas vous entendre parler. Et puis, il y a celle complètement à l'extrême droite qui va vous organiser votre vie privée, voire limite vous trouver votre conjoint. Ça, je ne pense pas que ça ait complètement un sens. Et ce qui fait qu'au final, c'est quoi le but en fait aujourd'hui? C'est quoi le but? C'est-à-dire qu'il y a une logique aussi de performance et d'efficacité, ça a été parlé, il y a un moment c'est aussi vos impôts qu'on dépense. Donc où est-ce qu'on doit mettre de l'argent, où est-ce qu'on doit mettre de l'énergie pour répondre fondamentalement à la demande des gens? On a toute cette vision absolument image d'épinal de la société Google, mais ça ne nous dit pas plus quel est le nord. Voilà. Donc si vous voulez voir les résultats, c'est les résultats d'une équipe, vous allez sur Internet et vous allez voir ce qu'ils ont proposé. Ce qu'ils ont proposé, tout simplement, ils se sont mis autour d'un cas d'espèce qui était l'enjeu de la mutation. La mutation, aujourd'hui, c'est très compliqué, faire bouger les gens. Parce qu'il y a le prix de l'immobilier, parce qu'on change ses amis, parce que socialement parlant, parce qu'il y a tout, les écoles, tout. Donc autour de cet événement, on se rend compte que gravitent à peu près 90% des enjeux autour du rôle social de l'entreprise. On a une équipe qui a travaillé dessus, je vous invite à aller sur Internet, je ne vous spoil pas le résultat, mais tout est en accès libre. La deuxième chose dont vous m'avez parlé, c'est le recrutement des jeunes. Bon, le recrutement des jeunes, ça tombait bien juste en dessous, une équipe qui était incroyable parce que le hasard du calendrier a fait qu'en dessous, on avait le salon de l'étudiant. En fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont descendus, ils ont fait un micro-trottoir pendant une journée entière en leur demandant, en fait, pourquoi vous viendriez dans l'armée ou pourquoi vous rentreriez dans une boîte, etc. En fait, ce qui est ressorti, c'était c'est étonnant, hein, mais c'était la sincérité. Et en fait, dans la foulée, ils ont enchaîné en regardant les armées, finalement, font appel de temps en temps à des VIP, sur TikTok ou autres, arrivent à... Parce que le numérique, quand même, les jeunes, c'est difficile. Et finalement, ont des gros taux d'audience, et puis après, ça retombe. Et en fait, ça pas bon. La vraie sincérité, ils l'ont trouvé, grosso modo, chez un cantinier qui était devenu une star, j'ai découvert, voilà, sur TikTok, qui fait 2 millions de vues à chaque fois, et qui explique son métier tous les jours. Et en fait, ça ne va pas plus loin que ça. Voilà.
Donc on se rend compte qu'en travaillant ensemble, en travaillant out of the box, en travaillant sur des vrais sujets, on arrive à peu près avoir des éclairages et des caps à peu près simples sur ce que veut la jeunesse et en quoi on peut vivre dans un monde de travail de façon parfaitement apaisée, que ce soit au sens de moi qui vais dans une entreprise, que l'entreprise finalement me convient et est en lien et en sincérité globale avec ma vie privée. Tout est sur Internet, vous pouvez le voir. Merci, colonel. Stéphane, la mixité entre les générations, la rencontre entre les talents d'horizons divers est notamment permise à la Société Générale avec des actions de mentorat. Et quand on a préparé cette conférence, vous m'avez parlé d'une association qui s'appelle Codico, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle de réfugiés. Quel sens pour les collaborateurs à s'investir dans cette association, par exemple, et plus globalement les mentorats, qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs ? Oui. Alors d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que en termes de mixité intergénérationnelle, l'idée c'est de favoriser tout au long de la carrière professionnelle l'employabilité. Et je pense qu'on est assez exemplaire sur le sujet. L'idée c'est à cadence régulière d'établir des bilans de compétences, des plans de développement personnel, des formations qui vont avec, et de permettre à chacun d'une mobilité fonctionnelle ou géographique afin de se construire et de changer, de progresser. Ça, c'est le premier point. Et puis pour revenir sur le mécénat de compétences au sens large, il y a bien sûr notre action auprès de Codico. Donc, Codico, pour ceux qui ne connaissent pas, je préciser, c'est une association qui vise à accompagner les réfugiés politiques. Alors, c'est une association qui a été parrainée et accompagnée par la Fondation Société Générale, au départ, sur Paris, qui s'est déclinée en région. Et parmi les premières métropoles régionales à décliner l'offre Codico, si je peux dire, Tours pour métropole, donc en 2018 ou 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et donc nous, on a demandé, enfin proposé plutôt à nos collaborateurs de devenir des collaborateurs, justement, et d'accompagner un réfugié. Le principe est très simple, hein, c'est 2 rendez-vous par mois, sur 6 mois, sur son temps de travail, d'échanger, d'apporter ses compétences. Alors, le plus dur, c'est de convaincre un collaborateur qu'il a des compétences pour pouvoir accompagner quelqu'un, parce que former, c'est pas forcément facile. Mais on a pu, comme ça, accompagner un certain nombre de personnes, les aider à construire un CV, à mener un entretien d'embauche, etc. Des gens qui étaient pas forcément prêts et armés, si je peux dire, pour ça. Si tu me permets juste 2 illustrations encore sur le plan local, territorial de notre implication, à la fois intergénérationnelle et puis largement implication dans le territoire. Ça a été de déployer, il y a quelques mois, le dispositif gouvernemental Un jeune, une solution. Alors, qui ne portait pas très bien son nom, parce que ce n'était pas que un jeune, une solution, c'était jeune ou moins jeune, une solution. Et donc tout près d'ici, à côté de la belle mairie, là au HQ, on a pu organiser une réunion avec 13 entreprises, une centaine de candidats, sur un soir, un speed dating. Et donc on a favorisé ça, on était juste quelque part que co-organisateur de cet événement. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était pas juste pour se faire plaisir, c'est qu'à l'issue de ça, il y a eu 9 embauches. Donc 9 embauches sur une soirée, c'est plutôt sympa. Voilà, et puis dernier point pour illustrer, je pense, notre implication au quotidien, c'est le sport. Et je pense que c'est un vecteur de développement équilibre extrêmement important. Et nous sommes, en ce qui nous concerne, impliqués sur le handisport. Je reviens encore là aussi, je fais le lien avec le handicap, avec le comité départemental, 37 bien sûr, et aussi avec le rugby. Donc le rugby, les rugby, devrais-je dire, parce que c'est le rugby féminin qui est en très très fort développement, Coupe du Monde qui joue en ce moment, le rugby fauteuil aussi, qui lui aussi est en plein développement et qui est très spectaculaire. Je vous invite au moins sur YouTube à aller voir quelques images, c'est assez fantastique. Et bientôt, donc, on aura l'occasion de le voir en France, puisque l'année prochaine, la Coupe du Monde, vous le savez, a lieu chez nous, et on espère, avec Philippe Roussy, pouvoir accueillir une belle équipe dans notre Touraine, puisque la région Centre-Val de Loire, je déborde un peu du cadre là, tu ne veux pas, mais accueillera une top équipe. Et donc, ça sera aussi l'occasion de favoriser l'accès à ces équipes, à ces événements, pour l'ancrage territorial. Merci Stéphane. Et ma dernière question pour cette première table ronde est donc pour Emma. En préparant cette conférence et au cours de notre échange, vous avez évoqué l'intervention dans votre promotion, donc Paris-Dauphine Master 1 Développement Durable, une femme qui s'est présentée comme travaillant dans la RSE. Et depuis son intervention, le regard que vous portez sur la RSE, mais aussi votre promo en général, a complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est vrai qu'il y a vraiment une méfiance vis-à-vis, je pense, de la RSE en général, parce que ça a été créé dans les années 2000, et surtout pour répondre à l'opinion publique, pour répondre maintenant aux lois, de plus en plus, le Green New Deal. Donc en fait, on a plus l'impression que la RSE, c'est pour aider une entreprise à montrer patte blanche, c'est une démarche plutôt stratégique et utilitariste de l'entreprise pour continuer à opérer, et sans remettre profondément en question son modèle, remettre en question son modèle. Et donc, pas très envie d'aller travailler pour une entreprise en se disant je vais l'aider à continuer à faire montrer en avant des petites actions sans remise en question profonde et à penser long terme. Et en fait, en discutant avec elle, elle disait qu'il y avait une conscience dans les entreprises, et on a toujours l'image d'une marque, mais une déshumanisation complètement, c'est une boîte noire l'entreprise. Et donc là, de réhumaniser face à cette intervention, de voir un visage, d'avoir des valeurs face à nous, on s'est dit, il y a des personnes quand même dans une entreprise, et la RSE notamment a plus de poids que ce qu'on pourrait penser. Parce que c'est aussi la peur de se dire qu'on va être cantonné à une sous-branche de l'entreprise qui va être là pour l'image, pour faire bien, et puis derrière, voilà. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment une conscience qui monte, que évidemment, ce qu'on invite, on parlait de sincérité, et cette idée de transparence, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, quel est le niveau de conscience, ça rassure, ça aide, et c'est ce qu'on encourage à faire pour les entreprises. Merci Mac. Colonel, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense que, en tout cas nous, dans les armées aussi, on a une approche, et c'est une invitation à laquelle je vous invite. L'enjeu fondamental, en tout cas pour nous, pour la RSE, mais je crois que c'est la définition, c'est de poser la question, qu'est-ce que l'organisation, comme disait Philippe aussi tout à l'heure, fait surtout pour l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que c'est que fait l'organisation au profit de la société de façon générale. Donc, et on peut toujours, quand on fait pour quelqu'un, on le fait pour quelqu'un de l'extérieur, et il y a toujours une notion d'intériorité et d'extériorité. Donc, il y a la garde nationale, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, quand on est civil, on peut devenir réserviste opérationnel. Il y a le ministre des Armées qui a annoncé, il y a de ça 15 jours, qu'il voulait doubler la réserve opérationnelle. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est aussi propre à une démarche RSE que de laisser certains de ses salariés faire quelques jours en tant que militaire opérationnel dans les armées. Parce qu'il y a un moment, si je développe l'idée que je reviens au fondement même de la RSE, c'est je donne la possibilité à certains de mes salariés d'aider un organisme qui a vocation à défendre que sont les armées au profit de la paix. Donc la RSE, quand on réfléchit en mode 360, ce qui est absolument fabuleux, c'est que le concept il est stable, mais les modalités, on n'a pas fini de les inventer. Voilà. Et moi je vous invite, la réserve opérationnelle, c'est une démarche RSE d'une boîte privée. Merci Colonel, merci Emma et merci Stéphane, qu'on retrouvera donc à l'issue de la deuxième table ronde pour des questions-réponses. Vous pouvez les applaudir. Pour cette deuxième table ronde, cette fois-ci, nous l'avons intitulée la RSE, facteur de cohésion sociale et levier de fidélisation des collaborateurs. J'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Ladan Dirix, avocate associée au sein de TGS France, Alexandre Chasse, directeur associé de ABF Décision, et enfin Charles Coutet, délégué au développement régional du groupe La Poste. Vous pouvez les applaudir. Ladan, alors ma première question est pour vous. Chez TGS, vous avez une filiale appelée Socia 3, qui est une entreprise dite adaptée, mais qui fonctionne comme une entreprise ordinaire avec 55% de salariés en situation de handicap. Au cœur de cette entreprise, on ne parle pas d'insertion, mais bien d'inclusion. Et finalement, aujourd'hui, à l'échelle du groupe, vous avez décidé d'aller plus loin dans cette politique d'inclusion. Vous l'avez inscrit d'ailleurs dans votre projet quinquennal 2022-2027. J'ai envie de dire, l'inclusion ne doit pas rester un vœu pieux. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Alors déjà, expliquer que TGS France, c'est un groupe multiservice qui regroupe plusieurs métiers, donc avocat, comptable, consultant, gestionnaire du patrimoine. Je pense que ça ne fonctionne pas. Donc on est vraiment sur des professions principalement réglementées. Donc en termes de marque employeur, j'avoue que ce n'est pas hyper funky comme secteur d'activité pour aller chercher des candidats facilement. Et la démarche RSE, au-delà du fait que c'est inscrit depuis hyper longtemps dans l'ADN du groupe qui a 50 ans, a représenté aujourd'hui aussi pour nous un levier de recrutement assez fort. Alors Socia 3, effectivement, c'est une des filiales du groupe qui s'occupe de la paye et qui a été en fait créée sur la raison d'être qui est de recruter principalement des travailleurs en situation de handicap.
Alors, c'est pas un vœu pieux, pourquoi? Parce qu'en fait, on voit aujourd'hui que cette structure-là, elle est ultra rentable. Elle présente un turnover qui est bien en deçà de la moyenne générale du groupe, et que en fait, le taux de fidélisation, le taux de loyauté et la motivation des équipes est extrêmement élevé. Donc, à partir de là, on a décidé d'inclure en fait la mission handicap dans le groupe au sens beaucoup plus large, de nous octroyer en fait une référente handicap qui a la mission aussi d'acculturer tous les collaborateurs, avocats, experts comptables, chargés de clientèle, etc. Et là, on s'aperçoit véritablement qu'en fait, au-delà de des statistiques, de dire voilà, on a un taux d'inclusion de temps sur l'ensemble des salariés, on constate un véritable engouement de nos collaborateurs de suivre les formations d'acculturation qui sont faites par des organismes extérieurs pour comprendre ce qu'est le handicap. En fait, on a souvent une idée assez vague de ce que c'est et des idées reçues. Et donc, ça permet aussi d'avoir un raisonnement RH totalement différent qui s'applique aussi à nos propres salariés qui ne sont pas dans une situation de handicap. Merci Ladane. La prochaine question, elle va être pour Charles. Les politiques d'inclusion au sein du groupe La Poste constituent l'un des 4 piliers des objectifs fixés dans le cadre de l'entreprise à mission. Comment cela se décline-t-il concrètement au sein du groupe La Poste? Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un grand plaisir de revenir ici. Je t'ai vu il y a 10 ans, de l'autre côté, en tant que membre Jeune Chambre, donc membre un jour, membre toujours. Voilà, c'était un petit aparté avant de répondre à la question, mais c'est vraiment... je vois des têtes qui ont aussi vieilli comme moi, donc ça me rassure. Donc pour répondre quand même à la question, c'était comme le but de la table ronde, déjà, insister sur l'entreprise à mission. Le groupe La Poste, on est depuis 2021 entreprise à mission. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on a modifié nos statuts en tant que société pour inclure des objectifs clairs et mesurables. Parce qu'il y a des déclarations d'amour, mais c'est mieux, ce sont des preuves d'amour. Donc on essaye de donner des preuves. Pour répondre à la question, c'est peut-être que je ne réponds pas à la question. Je vais commencer par l'égalité homme-femme, parce qu'on est en mode octobre rose, donc c'est comme le bon moment d'en parler. Par exemple, aujourd'hui, on a 52% des salariés, ce sont des femmes au sein du groupe, et on a, ce qui compte, c'est d'avoir la parité à toutes les strates. Parce que des fois, c'est facile d'avoir une moyenne, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le haut de la pyramide, et sur la partie, on va dire, cadre dirigeant, on est à 35%. Alors, on n'est pas à 50%, on dirait, mais pour des grandes entreprises, c'est un très bon résultat, et on a comme objectif de monter à 40% en 2025, et on va essayer d'arriver aux 50%. Il y en a eu tout à l'heure mes collègues, enfin pas mes collègues, mais d'autres intervenants parlaient du handicap. On est le premier employeur de France pour les personnes en situation de handicap. On a un taux, vous savez, dans l'entreprise de mesurer ça, on est à 9%. C'est quand même assez conséquent. Sur la jeunesse, on est signataire de la loi Pacte, donc Un jeune, une solution. Tous les ans, le groupe La Poste a en gros entre 8 et 9 000 stages par an. Et sur l'alternance, on est le premier employeur, donc à peu près 4 000 contrats. Donc voilà, donc l'inclusion, effectivement, c'est un des piliers, on va dire, du groupe La Poste. C'est assez naturel dans le sens où on est une société un petit peu atypique. On est une société, donc on a une logique, on va dire, de rentabilité, mais aussi on a une logique citoyenne et d'impacter la société, donc c'est ce qu'on veut faire avec les RSE, donc voilà. Charles, Alexandre, cette fois-ci la question est pour vous. Le salaire ne suffit donc plus pour attirer les collaborateurs. Les candidats recherchent une plus grande flexibilité, un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée. Nous sommes aujourd'hui dans une société de la personnalisation et chez ABF Décision, vous avez opté pour des formules hybrides pour fidéliser les collaborateurs. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a décidé d'hybrider au maximum les choses. Alors on a commencé, c'est ce qu'on disait un petit peu en préparation tous les deux de cette journée. Le salaire, bien évidemment, n'est plus la composante unique. Il reste néanmoins présent. Et une des premières hybridations qu'on a essayé de faire, c'est tout simplement de mettre une partie variable importante dans le barème de nos collaborateurs, en général entre 20 et 35% quand même, ce qui permet
de renvoyer de manière un petit peu individuelle à chacun les efforts que les personnes peuvent donner. C'est aussi, on verra tout à l'heure, une sorte de commencement vers l'autonomie, vers l'indépendance. Et enfin, nous, on constate que dans notre population, qui sont plutôt des jeunes cadres, c'est très apprécié. Donc ça, c'est la première hybridation. Moi, voilà, l'idée, c'est un peu de les sortir des grilles, quelque part, qu'ils se sentent pas... Il y a un côté rassurant et il y a un côté pas rassurant. Et nous, on essaie justement de jouer un petit peu la différence là-dessus, de leur montrer que leur évolution, elle est pour le coup beaucoup entre leurs mains. Et voilà, une déshybridation un peu dans l'air du temps. En tout cas, pour ceux qui la recherchent. Ça doit aussi aller en adéquation avec ce profil de certains collaborateurs qui se retrouvent plus là-dedans, alors que d'autres sont peut-être plus à l'aise dans un autre système. Et puis, deuxième sujet, on a hybridé le temps de travail. Alors ça, c'est pas une grande nouveauté, mais chez nous, au début, on hésitait, alors au tout début du Covid, alors qu'est-ce qu'on fait, 1 jour, 2 jours? Et puis finalement, on a ouvert le télétravail de manière quasi totale. Les gens sont quasi autonomes sur le sujet, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller jusqu'à 4 jours et demi par semaine, peu importe le grade et la fonction dans l'entreprise. Et c'est un peu le dernier point que je voulais aborder, on en revient à ça. Ça va vraiment avec une sorte de grande autonomie et quelque part de confiance. Je pense qu'une des valeurs fortes pour engager des collaborateurs aujourd'hui, il faut qu'ils sentent que leurs dirigeants leur font une très très grande confiance. Et je pense, enfin moi je le constate aujourd'hui, ça marche très bien. Alors c'est un peu stressant pour le patron au début parce que quelque part tu es beaucoup moins dans une relation qui est normée, où tu as des reportings tous les jours ou toutes les semaines, etc. Mais au final, cette liberté qu'on laisse à nos collaborateurs, moi je trouve qu'ils la rendent très bien. Et voilà, c'est en tout cas chez nous une des formes d'hybridation qu'on a essayé de trouver pour les garder. Merci Alexandre. Ladane, je reviens vers vous aux nouvelles questions. Donc vous le disiez en préambule, vos métiers, avocats, experts comptables, etc. au sein de TGS France exigent quand même un savoir important, une mise à jour régulière des connaissances au vu des responsabilités fortes qui sont liées à ces postes. Et chez TGS, vous avez décidé d'aller encore plus loin avec même proposer un coaching personnalisé et même une aide à la mobilité géographique comme professionnelle aux collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors encore une fois, c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont extrêmement encadrés, réglementés, assez traditionnels et corporatistes. Donc pour bouger les lignes, il faut vraiment des changements culturels. On essaye à notre niveau. Alors ce qu'on propose aujourd'hui dans le volet, on va dire, bien-être de nos collaborateurs, c'est vraiment de promouvoir l'intermétier. C'est-à-dire de dire, déjà, on a la chance d'être dans un groupe qui propose de l'intermétier, donc d'aller vers les autres métiers, de travailler ensemble, d'apprendre à travailler ensemble, de mettre en place des outils qui permettent aussi de rester dans le cadre de la réglementation. Vous savez qu'on a le secret professionnel, la confidentialité, tout ce carcan qui protège nos clients, mais qui aussi peut représenter des contraintes. Et donc, au-delà de ça, de détecter vraiment, je dirais, l'épanouissement de nos collaborateurs par rapport à ce métier. Par exemple, moi, avocate, je sais que typiquement, je peux avoir des collaborateurs qui ne sont pas hyper alignés avec leur métier parce qu'ils n'ont pas osé essayer autre chose. Mais aujourd'hui, on peut permettre à un avocat de devenir consultant, à un consultant de devenir avocat s'il fait les études qu'il faut. En tout cas, cet intermétier-là, il est possible. Et puis en termes géographiques aussi, puisqu'on est installé sur le Grand Ouest, et je rejoins les remarques de mon camarade de gauche, qui est de dire le télétravail aujourd'hui et le côté nomade, il est extrêmement libéré, avec une confiance qui a été accélérée par le Covid, mais qui est présente. Et en gros, tout est possible. Et c'est dans nos métiers un truc assez original aujourd'hui encore. Merci Ladane. Alors effectivement, transition toute trouvée puisque ma question était pour Alexandre. Chez ABF Décision, donc, vous avez décidé effectivement d'offrir une immense mobilité dans le travail et d'accompagner la mobilité des collaborateurs dans tous vos bureaux en France. 2 questions. Est-ce que c'est l'effet waouh au moment du recrutement, cette super mobilité, et est-ce que c'est la clé de la rétention des talents ? Alors, c'est toujours un peu le paradoxe. Aujourd'hui, et tant mieux pour ABF, on a beaucoup moins de mal à trouver des talents, voire même on a la chance d'en trouver vraiment des super. Mais c'est vrai que c'est aussi permis par la taille et la présence sur le périmètre national. On est passé de 30 à un petit peu plus de 100 collaborateurs en 3 ans, et on a du coup eu la chance d'ouvrir pas mal de bureaux. Et il y a quelque chose qu'on avait mis en avant dès le début et qu'on a une promesse qu'on a honorée en fait quelques temps après. Quand on recrutait les gens, on leur a dit mais si l'aventure se passe bien, on aura différents sites et vous pourrez du coup bénéficier de ces différents sites.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque les plus anciens prennent de l'évolution managériale en prenant des bureaux ailleurs. Et puis alors ce qui est génial, c'est que dans la multitude des collaborateurs, il y en a certains qui veulent retourner dans le nord ou d'autres dans le sud. Donc on trouve de la place pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui, encore une fois. Enfin nous, d'ailleurs, nous tous, on n'est plus forcément en train de se dire, voilà, les 15 prochaines années, je vais les passer à Tours, je vais les passer là. Les gens, ils ont aussi besoin de se dire, je peux aller ailleurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Et là, pour le coup, je vais rebondir sur les paroles de ma collègue à droite. L'évolution aussi des métiers. Prendre un exemple très intéressant. Chez nous, je fais simple, 2 typologies de collaborateurs. Soit on a des consultants scientifiques, donc des gens qui effectivement produisent des dossiers, et puis après on a des personnes qui vont essayer de les vendre, donc des chargés d'affaires. Et récemment, on a une doctorante qui était consultante depuis 3 ans chez nous, qui avait envie d'expérimenter des fonctions plus commerciales et partenariales. Et c'est super parce qu'on a fait en sorte que ça se passe, et ça se passe plutôt pas mal pour elle d'ailleurs. Donc voilà, nous aussi on doit là encore un petit peu prendre des risques, et quand on a des collaborateurs qui, je veux dire, les choses sont plus écrites de manière automatique, et tu l'as dit tout à l'heure, enfin on l'a tous dit, alors à condition de respecter les diplômes, etc. On est là aussi pour que ça fonctionne, parce qu'après c'est l'échec pour le collaborateur et pour l'entreprise. Mais je crois que notre rôle dans les prochaines années, c'est d'essayer vraiment le plus possible, quand on a des gens qui sont des gens brillants et qui sont capables effectivement de faire autre chose et qui vont faire leurs preuves, il faut que nous on accepte cette petite bascule temporelle où c'est nous qui allons porter les risques pour leur permettre demain de voilà. Et quand vous faites ça, c'est la même chose. Dans l'entreprise, bien évidemment, ça se sait. Et je crois que ça joue aussi dans le fait que les gens se disent, finalement, le jour où j'aurai peut-être un coup de mou ou envie de faire un peu autre chose, je pourrais aller taper à la porte de mes dirigeants et de mes managers et de leur proposer. Donc voilà, encore, je pense, une sorte d'hybridation dans l'air du temps. Merci Alexandre. Charles, le modèle social de La Poste repose en priorité donc sur la mobilité interne. On rejoint cette discussion. Pour préparer les postiers, notamment aux mutations de leurs fonctions, à l'exercice d'un nouveau métier, vous avez de nombreux dispositifs de formation et d'accompagnement de grande ampleur. La formation, c'est vraiment le vecteur de fidélisation des collaborateurs? Oui, enfin, c'est vraiment une nécessité, la formation, pour le groupe La Poste. Une entreprise qui évolue très rapidement, et souvent lorsqu'on dit La Poste, tout le monde pense au courrier. Je pense que l'image, c'est le facteur, c'est la camionnette jaune qui passe, etc. Alors c'est vrai, mais le courrier aujourd'hui c'est 15% du chiffre d'affaires du groupe. Autrement dit, 85% c'est autre chose. Et il y a une évolution. L'activité courrier perd 8% tous les ans, donc ça veut dire qu'il y a... donc ça rejoint la question de la formation et de la mobilité, c'est à la fois une volonté et à la fois une nécessité. C'est-à-dire que le groupe doit se réinventer, doit développer des nouveaux services pour, continuer à prospérer, et 2, garantir l'emploi. Parce que au sein du groupe La Poste, il n'y a pas de plans sociaux. Voilà, c'est écrit dans les textes, ce sont des accords qui ont été signés, donc il n'y a pas de plans sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a la nécessité de former et d'adapter les postes de travail à l'évolution du groupe. Donc oui, la formation est vraiment primordiale. 92% des salariés ont au moins une formation par an. Voilà. C'est quasiment pas 100%, mais voilà, donc c'est quand même pas mal. Et aussi, dans notre optique, les formations doivent aussi les accompagner à l'évolution de la société. Donc il y a des formations sur le numérique, qui est un des enjeux à venir, notamment on évalue le niveau de chacun sur le numérique, et on leur propose des formations adaptées, notamment via le cloud numérique, et également sur l'écologie, sur la transition écologique. On sera bientôt tous formés à la fresque du climat. Donc on veut se former nous en interne, mais on va mettre les plombs, essayer de l'essaimer en externe. Parce qu'on trouve que c'est une nécessité, et plutôt on va même dire un impératif. Donc voilà. Après sur le groupe La Poste, il est différent parce que il y a des multi-activités. Et il y a beaucoup de filiales. On a 4 activités. On a la branche courrier-colis, on a une branche internationale. Alors, on pense toujours que La Poste est franco-français. C'est vrai, on est très présent en France, c'est juste de le dire. On est aussi présent dans 49 pays dans le monde, donc quand même. Et 40% du chiffre d'affaires est fait en dehors de France. Voilà. On a la branche bancaire, et puis on a la branche réseau et numérique. Donc ça, c'est pour vous montrer que comme le groupe est assez divers, et qu'il y a la mobilité, c'est un enjeu, c'est aussi faire des passerelles
entre les différents métiers. Et c'est un je pense, des attraits du groupe, outre les valeurs qu'elle porte, c'est également pouvoir offrir des perspectives de carrière. Alors pour ce faire, on a un espace mobilité, groupe. Il faut d'abord se connaître, savoir ce que nous on fait en interne. Parce qu'on a 4 branches d'activité, on a à peu près plus de 150 filiales. Donc on peut très bien faire, je ne sais pas qu'on peut faire de tout, mais presque. Et voilà, donc c'est déjà savoir quel est le champ des possibles pour les salariés. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point, c'est de les accompagner, de les former. Et donc voilà, l'espace mobilité joue ce rôle-là. Et après, sur les métiers qui sont un petit peu, on va dire, en tension, on crée des viviers pour essayer d'anticiper l'avenir. Et donc on prépare, il y a une démarche volontaire de collaborateurs, et puis après ils sont un peu pistés pour une sorte de parcours professionnel. Et on a un objectif assez ambitieux de mobilité interne de 10% par an. Ça peut paraître 10%, c'est quand même assez considérable comme chiffre lorsqu'on y pense. Voilà pour le concret dans ce que nous faisons. Merci Charles. La prochaine question est pour Alexandre. Donc ABF Décision, on le disait tout à l'heure, une entreprise en pleine croissance, les bureaux, les collaborateurs nouveaux qui arrivent. Dans ce monde qui a connu le Covid-19, le boom du télétravail, vous vous êtes attaché en tout cas chez ABF, vous le démontrez à des moments de convivialité, de rencontre entre les collaborateurs, ce qui peut même challenger certains managers. Est-ce que ces moments de convivialité, d'échange, c'est vraiment la clé aussi de la fidélisation des collaborateurs ? Lors de la première table ronde, Mademoiselle parlait effectivement de la quête de bonheur au travail. À un moment donné, c'était un peu compliqué pour nous, je dirais en haut de la pyramide. Alors on a fait un peu le problème à l'inverse. On a dit à nos équipes, écoutez, c'est pas compliqué. On va vous mettre un budget à chaque bureau et c'est vous qui allez décider d'actions à mener qui vous rendent heureux dans votre travail et peuvent accessoirement vous aider aussi à fidéliser vos clients ou vos partenaires. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça les a un peu désemparés au départ. Ils étaient un peu... ils s'attendaient pas à ça, quoi. Ils ont cru que c'était peut-être une blague. Alors on dit non, c'est pas une blague, vraiment. On vous laisse 3 semaines, 1 mois à chaque bureau et faites-nous des propositions. Et le premier exemple très concret qui a été fait, moi j'ai trouvé ça hyper innovant. Un des bureaux a organisé une conférence sur le thème de la mémoire. Ils ont fait venir un jeune homme qui est champion de France de la mémoire. Et il y a eu la conférence, il y a eu des cas pratiques, et après ils se sont entraînés pour de vrai avec des jeux. Et c'était top, parce que grosse cohésion, hyper innovant, les gens je pense, ont pris vraiment du plaisir à faire un truc un peu différent, et qui accessoirement aide dans le cadre professionnel, puisque voilà, je pense qu'on a tous besoin d'une bonne mémoire, et c'était sympa de voir des gens qui sont des sportifs de ça. Merci Alexandre. Ladane, une nouvelle question pour vous. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un parcours un peu atypique, mais qui va peut-être qui va peut-être faire légion auprès d'autres collaborateurs du groupe. C'est celui d'un de vos collaborateurs qui a décidé de mener 2 projets. Alors un professionnel, c'était devenir avocat, et un plutôt personnel qui était la traversée de l'Atlantique. Il a réussi les 2 brillamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors vous avez tout spoilé, mais je vais quand même raconter. Non, mais il était déjà avocat, et bien confirmé, je plaisante. Oui, en fait, il a frappé à notre porte en disant j'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre ouverture à des projets. Moi, je suis parisien, je veux me réinstaller dans ma terre natale en Vendée, et j'ai une condition, c'est que je veux faire la transat, voilà, en solitaire, d'ici 2 ans. Voilà. Et donc si vous m'aidez et que vous me laissez un peu de temps pour m'entraîner, pour faire mes courses, de passer les étapes, on peut travailler ensemble. Voilà, c'est mon projet de vie. Alors père de famille, etc. Enfin, quelqu'un d'extrêmement confirmé dans son domaine aussi, un expert assez reconnu. Et donc en réalité, évidemment, on a dit oui. Non seulement on a dit oui, mais en plus on a sponsorisé son bateau. On a apporté un peu de finances aussi, mais c'est pas ça qui compte. Et puis au final, non seulement en fait il a été jusqu'au bout de la course, on a été tous derrière lui, ça a été un élément fédérateur formidable pour tous les collaborateurs, quel que soit le métier, mais en plus, en fait, on voit bien que dans la performance, alors il a travaillé à 2/3 de son temps, je dirais même en temps, c'était convenu comme ça, mais il a performé d'un point de vue économique plus que pas mal d'entre nous. Et je pense que c'est son épanouissement personnel qui a contribué aussi à sa performance de façon quasi mathématique et visible. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un collaborateur heureux, c'est un associé formidable et il
vraiment super content d'avoir relevé ce défi-là avec nous à ses côtés. Et donc il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres collaborateurs qui vous soumettent d'autres super projets. Alors, non, on n'y allait pas. Non, mais c'est vrai qu'on est hyper ouvert à ça. Super. Charles, une question. Alors, nous l'évoquons depuis le début de cette conférence. Conserver les talents nécessite forcément des investissements, des engagements des entreprises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un salarié a envie de rester, de s'investir durablement au sein de la Poste? Je crois que le groupe La Poste a une histoire. En fait, je pense que lorsqu'on rentre dans un groupe comme celui-ci, qui est très ancien, je crois qu'on est la plus vieille entreprise de France. On a été créé sous un roi, le roi Louis XI. Donc c'est pour vous dire, c'est 500 ans. Donc voilà. Donc je pense que non, mais c'est-à-dire qu'on a vécu les mutations de la société et tout ça. Mais je pense qu'il y a un sentiment un peu de fierté, quoi. Il y a ça va au-delà du salaire. Enfin, forcément, c'est important. Les conditions de travail, elles sont effectivement bien, mais c'est aussi la fierté du travail qui est fait. Voilà, de la mission qui est rendue. Il y a 4 missions de service public que la Poste rend. Donc, je pense qu'au quotidien, nos postiers et postières sont heureux de cela. Il y a l'engagement que le groupe prend en matière de RSE. On l'a évoqué tout à l'heure sur entreprise à mission. Je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent là-dedans et on est fiers d'être un petit peu, on va être un peu moteur toujours, la Poste, on essaye d'être précurseur, pas tout le temps, mais en tout cas on essaye de l'être et d'être exemplaire. Et je pense que ça c'est vraiment important. Et puis même l'épanouissement, je pense, du salarié, les possibilités qui sont offertes en termes de carrière, on peut changer, on peut être un jour dans la branche courrier, après dans la banque, dans la logistique urbaine, dans le numérique, dans beaucoup d'endroits différents. On peut aussi donner de son temps. Il y a ici également le mécénat de compétences, où il y a plus de 700 missions par an qui sont faites dans ce cadre-là. Donc voilà, donc je pense que le salarié s'y retrouve en fait en termes de valeur d'engagement et qu'il y a une vraie fierté. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça perdure et qu'il y a, le salarié reste très longtemps au sein du groupe. Merci Charles. Ladan, j'ai une question pour vous. Là aussi, c'était un exemple concret parce que préparer une conférence suppose bien sûr d'échanger avec les intervenants pour aussi connaître nos points d'accroche. Vous m'avez dit que le fait de mettre l'accent chez TGS sur le bien-être des salariés, ça s'est révélé complètement gagnant, une performance, des résultats qui sont là, mais parfois, et ça s'adresse un petit peu à tout chef d'entreprise qui se lance aussi dans une communication sur ses activités, c'est pas toujours au goût des clients en fait. Oui, alors ça c'est pour rebondir sur une anecdote qui était un client qui vous avait fait une petite remarque parce qu'il nous voyait sur les réseaux sociaux un peu en train de faire la fête tout le temps, un peu trop dans la convivialité, un peu tout le temps dans du team building. Et il se trouve que ce client-là, il avait un léger retard pour traiter son dossier, ça arrive. Et forcément, on a eu la remarque de vous faites la fête tout le temps et mon dossier, voilà. Et c'est vrai que non, mais c'est juste pour dire les limites aussi et les petits échecs aussi, parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut quand même faire attention à la communication. C'est un point important, il faut maîtriser sa communication. La marque employeur, c'est bien, mais il y a les clients surtout. Donc c'est un peu la limite aussi de ce rapport de force inversé dont vous parliez. Alors, moi, je parlerai plus de partenariat avec nos collaborateurs maintenant, mais c'est vrai qu'il faut avoir des points de vigilance quand même pour se dire, le centre de l'activité reste le client, il ne faut pas l'oublier, et faut les inviter de temps en temps à nos fêtes aussi. Je pense que ça leur permet de voir à quel point ce co-développement, ce team building est intéressant et porteur. Merci Ladan. Et la dernière question sera pour Alexandre. Aujourd'hui chez ABF Décision, vous avez identifié une réelle urgence, celle de travailler la RSE plus profondément pour fidéliser les collaborateurs. Et ça reprend cependant les propos qu'on a échangés depuis lors. C'est pas d'écologie politique parce que là on file sans doute droit à la catastrophe. Quel délai vous vous êtes fixé chez ABF pour répondre à cette urgence et par quels moyens ? Alors ça, effectivement, quand tu m'as posé la question, c'est une question qui est compliquée parce que je pense que ça fait... Il y a deux manières d'y répondre. La première, c'est un sujet qui, paradoxalement pour moi, doit venir du bas, des collaborateurs.
c'est tellement complexe, c'est tellement les choses vont vite, les générations changent et aujourd'hui un jeune collaborateur de 25 ans, il n'a déjà pas tout à fait la même vision ou les mêmes attentes que quelqu'un qui en a 15 de plus. Il va y avoir vraiment en 15 ans de temps déjà un monde. Et je crois que le plus simple, c'est sur ces sujets-là, je te disais de faire preuve de beaucoup d'humilité, de leur laisser nous guider, nous, leurs chefs, et de leur dire, voilà, c'est quoi aujourd'hui vos attentes, comment vous pouvez, comment nous, vos dirigeants, on peut essayer à notre mesure et avec nos moyens, quand ça va bien, c'est aussi important de le dire, de pouvoir justement aller dans ces sujets-là. Et je crois que c'est la seule clé en fait, parce que sinon on va se louper. Et voilà, donc premier sujet, réponse par nos collaborateurs, par la base. Et puis deuxième, un peu entre les deux, à mi-chemin, tu vas me voir venir, c'est, je crois qu'il faut travailler la transparence. Et la transparence, pour arriver avec tes collaborateurs, nous on a trouvé une solution toute simple, c'est d'ouvrir le capital. À partir du moment où tu permets à tes salariés de devenir finalement actionnaires à tes côtés, et donc d'avoir une transparence très importante sur la société, les comptes, les trajectoires, les investissements, etc. Nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps, on l'a fait il y a 6 mois, on a ouvert le capital, on a 16 de nos managers qui sont rentrés dedans. Et en 6 mois déjà, je t'assure que moi je trouve que je dors mieux, ils comprennent plein de choses, ils réagissent aussi un peu différemment. Et je crois aussi que ça, dans l'idée de ton atelier, pour fidéliser les gens, à un moment donné, faut les associer tout simplement, parce que tu peux pas avoir toi le patron et puis eux qui bossent et puis machin. Quand tu les mets autour de la table sur les mêmes sujets, ce qu'on appelle l'alignement des intérêts, quel plus bel alignement des intérêts écologiques, sociétaux, RSE, que de se dire à un moment donné, finalement on partage quelque part l'information et la richesse. Voilà. Merci Alexandre, merci Ladan et merci Charles pour votre intervention pour cette table ronde. Je vais inviter les premiers intervenants, on peut les applaudir. Je vais inviter Emma, le colonel Duchesne et Stéphane également à me rejoindre sur scène puisqu'on va vous proposer un temps de questions-réponses avec ces invités. Bonjour, moi j'ai une question pour Emma. Merci, ne changez rien et surtout ne lâchez rien parce que c'est grâce à des gens comme vous que les mutations nécessaires se feront. J'ai une question par rapport à votre discours. Vous parlez de direction RSE, vous parlez de DRH, vous parlez de plan de carrière sur 10 ans. Ça c'est très bien, c'est un discours qui est quand même très axé grandes entreprises. Comment vous faites pour vous rapprocher des TPE, c'est-à-dire l'immense majorité des entreprises qui ont 3, 5, 10 salariés, comment vous faites pour vous rapprocher de ces entreprises-là et comment vous faites pour les impliquer dans votre discours et pour les faire venir à vous? Nous, on est un petit collectif, on est une cinquantaine et donc il est assez jeune, il date de 2018. Donc au début, quand on s'est créé, on s'est focalisé effectivement sur les entreprises du CAC 40, les plus grandes entreprises, celles faciles à accéder. Et maintenant, effectivement, on cherche à élargir notre discours et notre public. Et notamment, on a une collaboration avec les BPI pour pouvoir justement savoir, c'est difficile, il y en a des milliers, des TPE, PME, donc pouvoir justement collaborer avec eux, on utilise d'autres intermédiaires et chercher effectivement à créer ces discours. Et même quand nous on intervient, on invite aussi localement les étudiants à aussi faire les démarches pour aller voir ce qui existe autour d'eux, parce qu'on a du mal à effectivement regrouper, envoyer des questionnaires à tout le monde, c'est un travail de titan. Merci Emma. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée? Oui, Diara. Bonjour à tous, je voulais vous poser une question, c'est concernant, donc on a beaucoup parlé de RSE et notamment sur la politique de changement en entreprise. Moi j'accompagne par exemple des entreprises et c'est souvent un frein de mettre en place des actions dans la RSE. Aujourd'hui, pour vos entreprises, quel a été le principal déclic et ce qui a permis de changer un peu la donne? Très rapidement, je sais que ça peut être un peu long, mais grosso modo, demain, quand nous on va aller voir des entreprises, qu'est-ce qui fait qu'il y a le déclic qui nous permettent de se lancer dans la démarche? Merci. Allez, Stéphane, on y va. Alors, je suis désolé, j'ai pas bien compris la fin, c'était sur... C'est moi, c'est toi qui as un problème de micro, c'est bon. Je reprends la question de Diarra et tu me corriges si je
je ne l'ai pas bien paraphrasé. Quel est le déclic aujourd'hui aussi pour se lancer dans la RSE, voilà, la promouvoir, la développer, comment ça se passe au niveau de l'entreprise? Comment on s'y colle? Comment ça se passe? Il y a deux manières, hein. Il y a deux approches. Soit on fait ce qu'on qualifie de greenwashing, donc on communique beaucoup au niveau macro, on affiche nos objectifs et puis nos ambitions, nos réalisations. Très honnêtement, on le fait, on se doit de le faire. D'abord, c'est devenu réglementaire, le rapport extra-financier, c'est une réalité. Et puis il y a aussi, c'est ce qu'on a essayé de dire tous, je crois tout à l'heure, c'est les actions micro, ce qu'on fait sur le terrain, parce que quand on est une grande organisation comme la nôtre, 149 000 collaborateurs, 67 pays, si c'est un directeur général qui énonce quelques principes, et que derrière ça ne se décline pas au niveau terrain jusqu'en Touraine, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de bien mettre de l'huile dans toute cette chaîne pour que ça arrive jusqu'au terrain. Encore une fois, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer tout à l'heure. L'idée c'est que ces grands principes arrivent ici, que ça pilote, que ça gouverne notre quotidien. Moi, mon métier, c'est de distribuer du crédit, entre autres, de financer les entreprises, de m'assurer que ce que je fais, je le fais en parfaite relation avec les valeurs du groupe et donc avec l'approche RSE du groupe. Voilà, je ne sais pas si je réponds clairement à la question, c'est qu'un élément de réponse, mais peut-être que... Merci Stéphane. Alexandre, c'est en cours, j'ai envie de dire, avec la dernière question. Déclic, Ladan pour TGS, éventuellement. Oui, moi j'avais juste, pour parler de l'élément déclencheur, c'est simplement qu'on voyait qu'il y avait des talents qui nous quittaient, tout simplement, ou qu'on n'avait pas une force d'attraction suffisante vis-à-vis des nouveaux candidats. Et là, on s'est dit, en fait, on est des vieux schnocks, il faut quand même qu'on se dise ce qui ne va pas. Et en fait, on se rend compte qu'assez rapidement, on ne comprend plus le monde, et surtout la jeune génération. Et donc là, on a commencé à rentrer en fait, des jeunes associés, des jeunes collaborateurs, à créer des groupes de travail. Et en réalité, j'ai envie de vous dire qu'on n'a plus le choix que de s'y coller. Voilà. Lionel? Oui, au niveau des armées, moi je ne parlerais pas de déclic, je parlerais plutôt d'intensification. Parce que finalement, quand on est un ministère, l'exemplarité c'est assez fondamental. Après, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce déclic en matière d'intensification? Moi, je sais tout simplement parce qu'il y a un lien direct qui se fait entre le citoyen et le salarié. C'est-à-dire que maintenant, l'enjeu n'est pas de savoir est-ce que l'entreprise doit avoir une approche RSE. Cette approche RSE, elle est dans les foyers. On éteint la lumière, on comprend qu'il faut faire attention à la nature, on fait de l'éco-conduite, on a des enfants, on pense à eux, etc. Et en fait, à partir du moment où on fait un lien en disant mais attendez, c'est pas une démarche de militaire, c'est pas une entreprise une démarche salariée, c'est l'entreprise va accompagner chacun pour qu'ils aient exactement les mêmes réflexes entre leur monde privé et le monde salarié. Grâce à ça, ça permet. Et donc il y avait une demande. Et en fait, c'est ça qui a permis d'intensifier et de faire en sorte qu'on n'ait pas de schizophrène, si vous voulez, entre le monde de l'entreprise et le monde toujours. Ça veut dire qu'on vit chaque 24 heures de façon assez naturelle, sans qu'il y ait de coupure et qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux mondes. C'est pas forcément simple de répondre à cette question-là, parce qu'il n'y a pas un moment, effectivement, une date, de dire on se réveille un lendemain, il faut y aller, etc. Moi, je pense que c'est plusieurs conclusions de plusieurs choses. Je pense qu'il y a une grosse attente de la société, je pense, là-dessus. Je pense que ça, c'est important. Et je trouve que c'est aussi une attente des salariés. Ça se rejoint, donc je n'oppose pas les deux. Et in fine, ça se traduit par une volonté politique. Parce que le groupe La Poste est détenu un tiers par l'État et 2 tiers par la Caisse des dépôts, donc in fine, voilà, ce sont un actionnariat public. Donc c'est une volonté politique, mais qui prend sa source dans les attentes de la société et qui sont en résonance avec les attentes des salariés. Merci Diarra pour cette question et merci à chacun et chacune. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, éventuellement? Oui, on a une. Bonjour à tous. Donc moi je rejoins le fait que c'est effectivement un peu la pression salariale qui pousse une entreprise à s'engager dans la RSE et au-delà de la RSE de devenir entreprise à mission. Et parmi les entreprises à mission, il y en a qui s'engagent au-delà de leurs salariés, c'est-à-dire vers leurs entreprises clientes, vers leurs entreprises adhérentes et qui font des actions de sensibilisation, voire qui lancent des actions concrètes sur le terrain en faveur de l'environnement. Et en fait l'influence de l'entreprise c'est ça, c'est pourquoi on va toucher les grandes entreprises, c'est pour pouvoir toucher les plus petites entreprises parce que ces grandes entreprises ont des clients qui sont aussi des entreprises. L'idée c'est faire ça, c'est faire des petits comme ça en utilisant d'abord effectivement en passant au-dessus et en redescendant pour que ce soit vertueux. Voilà.
à ce que vous dites. Nous, dans les armées, on n'a pas de clients, on a soit des partenaires, soit des menaces. Mais je vous rejoins complètement. Lorsqu'on est sur le terrain en Afrique, nous, notre démarche RSE aussi, c'est ce qu'on appelle les actions civilo-militaires. C'est qu'à un moment, quand on passe dans certains endroits, on construit des puits. Donc, les armées vont jusqu'à construire des puits parce qu'il y a un moment, c'est un accompagnement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement qu'est-ce que je fais pour le bien du monde, sans être complètement vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a le client, mais il y a aussi le partenaire de façon générale. Et le partenaire, c'est son environnement. On a un environnement où on est de temps en temps sur des terrains. Et je peux vous dire que les armées construisent des écoles, construisent des puits, parce que c'est absolument nécessaire, parce qu'il n'est pas question de ne faire que passer et de ne pas créer un impact positif là où on est. De toute façon, sinon, de façon générale, mais je vous le dis aussi au sens Larousse du terme, sinon nos démarches ne sont pas durables. Ça veut dire que fondamentalement, il y a un énorme risque de retour en arrière par rapport à l'effort énorme que l'on a fait. Merci. On va clôturer cette conférence. Nous remercions chacun et chacune pour votre participation active. Sachez que cette conférence, donc, elle a été filmée tout le long par Christophe de la Smart Base RH. Elle sera à retrouver sous 24-48 heures, un peu plus, 72, sur la chaîne YouTube de la Smart Base RH. Merci à vous.